Alors sur ce vaste territoire polynésien, il y a beaucoup d'îles ou d'îlots au désert comme celui-ci, ou presque inhabités puisque 80% de la population vit sur l'île capitale de Tahiti. Alors ce constat géographique, cette réalité, a été le point de départ de l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la Polynésie française, les essais nucléaires Mururoa. Mururoa, c'est à la fois loin dans le temps et dans l'espace, et proche dans toutes les mémoires. On retrouve tout de suite Sophie Bontemps au Gambier. Nous sommes à 1600 km au sud-est de Tahiti. Nous sommes dans l'archipel des Gambiers. L'archipel des Gambiers, c'est un ensemble de 5 îles situées juste en dessous du tropique du Capricorne. Difficile de faire escale ici sans parler des essais nucléaires français. Alors, un peu plus de 40 ans après l'explosion de la première bombe atomique, nous avons voulu comprendre comment les habitants des Gambiers avaient vécu cette période. Quelles sont aujourd'hui leurs questions, leurs doutes et leurs incertitudes. Votre avis, il peut être magnifique. C'est une histoire de secret. Un secret bien gardé qui a scellé le début des essais nucléaires français. L'histoire d'un tout petit peuple à qui on a caché pendant des années les dangers et les risques. À 400 km des lagons de Mururoa et de Fangatofa, l'archipel des Gambiers, à l'est des explosions nucléaires françaises. « 800 habitants vivent aujourd'hui sur l'île principale. Elle s'appelle Mangareva. « 42 ans après le premier tir, l'histoire des essais nucléaires n'est toujours pas enseignée aux enfants. Ce n'est pas au programme. Comme si tout cela ne devait pas concerner les élèves des Gambiers. Nous n'avons pas de livre là-dessus, pas de photos. Même dans les familles, ce n'est pas un sujet d'actualité. Enfin, ils essayent de ne pas trop en parler. Donc ça reste un petit peu tabou, si on peut dire. Dans les années 60, De Gaulle choisit la Polynésie pour le programme d'expérimentation nucléaire. Pourtant, des rapports alarmistes insistent sur la fragilité des populations des atolls polynésiens. Ce document date de février 1966, 5 mois avant l'explosion de la première bombe. En âge de procréer, nombre relativement important de vieillards. Ces particularités impliquant un risque génétique plus élevé que pour une population européenne de même importance. La moindre retombée fera absorber à la population une dose supérieure au seuil fixé. Le mensonge commence alors. Et je crois qu'on peut dire que 80% des moyens mis en place dans le Pacifique sont consacrés à la sécurité. Le commandement, au moment où il appuiera sur le bouton, sera sûr que personne ne risque d'être contaminé, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Malgré la propagande officielle, au plus haut niveau de l'État, on est informé des risques que la France fait courir aux Polynésiens. L'évacuation des habitants des Gambiers, elle est exclue, pour des raisons politiques et psychologiques. En 1966, Jacqueline Golas est la directrice de l'école de Mangareva. À cette époque, ils sont un peu plus de 400 habitants sur l'île. Elle est l'une des notables. Non, on n'a pas eu peur. Les gens n'avaient pas peur du tout. On ne savait pas exactement ce que c'était. On n'avait pas peur. On était gâtés par les militaires. On avait le cinéma tous les soirs. À ma cantine, j'avais de la viande à gogo. Le militaire, il donne des bonbons pour les enfants. Comme ça, les parents, les mamans et le papa, ils sont contents. Ils pensent plus qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il fait là à Moulou. Ils posent pas des questions.
Le 2 juillet 1966 explose la première bombe. Elle est baptisée Aldébaran, il est 5h34 du matin. J'ai entendu 3 bangs. Bon, bon, bon. 3 échos, hein. Mais je dois dire que j'étais très, très déçu. Parce qu'on m'a toujours expliqué qu'il y avait une jolie boule et qu'il allait tout droit dans le ciel. Oh, c'est pas du tout ça. Elle était un petit peu émiettée et était complètement oblique. Ce qui veut dire qu'elle était, dès le départ, emportée par les vents. Hein. Auditrices et auditeurs de radio... Officiellement, le tir se déroule dans d'excellentes conditions. C'est ce qu'on explique à John Doom. Il est alors au Gambier pour assister à la première explosion. Il est le traducteur du ministre d'Outre-mer, le seul Polynésien évacué en urgence avec la délégation officielle. Ce qui a fait un déclic chez moi, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est que, contrairement au programme, nous avons dû partir le lendemain. Hein. Alors, si mes souvenirs sont exacts, nous devions avoir un repas tahitien avec la population et tout cela. Et nous sommes donc partis sur Tahiti. Les vents ont entraîné le nuage radioactif vers l'est, vers Mangareva. Ce premier téléx est envoyé à 23h. Il signale au commandement une radioactivité importante sur l'île. Le soir, il y a une personne qui aimait beaucoup les enfants d'école, qui est venue me voir, qui est venue frapper à ma porte très tard, qui m'a dit « Madame, si possible, je vous en prie, on a eu des retombées, on a eu quelque chose de pas... Enfin, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit simplement, ne buvez pas l'eau, ne mangez pas les tomates, essayez. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on mange? Alors, on n'a que ça à manger. Et c'est comme ça que j'ai su qu'il y avait quelque chose. La Coquille, le bateau du service de contrôle biologique de l'armée, est envoyé sur place pour évaluer les dégâts. Une mission confidentielle. Les premiers résultats positifs sont révélés sur les poissons et le plancton prélevés au large de Mangareva. C'est ce que décrit le docteur Philippe Millon, le médecin militaire de la Coquille. Il raconte les détails de la mission dans ce rapport, classé secret défense. Les comptages commencent sur les produits de consommation locale sur l'île. La salade non lavée révèle 18 000 picocuries par gramme, le niveau de contamination trouvé près de Tchernobyl le jour de l'accident. Échantillon de sol, 1400 picocuries, un niveau de contamination important. Mais aucune mesure d'interdiction sur l'île n'est prise, aucun des habitants de Mangareva n'est informé. Le docteur Millon propose seulement de renforcer le secret et de minimiser les chiffres réels de la contamination. Le docteur Millon, aujourd'hui, est décédé. À Paris, depuis la publication de ce rapport, le ministère de la Défense a dû reconnaître la retombée radioactive du premier tir. Ces 2 dernières années, le ministère a proposé sa version des faits. Un nouveau calcul des doses, effectué à partir de mesures toujours classées secret défense. Marcel Jurien de la Gravière est l'émissaire du ministère de la Défense. Le docteur Millon, il a écrit. Moi, je ne sais pas ce que c'est que cet écrit du docteur Millon. Ce qui me stupéfait. Mais ce document, attendez, monsieur Jurien, oui, mais attendez, document, il est attendez, on va aller document contre document. Si vous voulez. Voilà cette photo. Oui. La coquille à Riquitea. C'est précisément quand elle a été appelée après le tir à Aldébaran. Ce monsieur en civil qui fume sa cigarette, c'est le docteur Millon. Je ne peux pas imaginer que s'il avait conscience du danger tel qu'il l'écrit, d'une contamination super importante, il ait pris le risque de descendre sur le quai de Mangareva, de Riquitea, puisqu'on est à Riquitea, sur le quai de Riquitea, avec le commandant du bateau dans la tenue où il est. Je ne sais pas pourquoi le docteur Millon a écrit ça, il avait ses raisons, je ne sais pas qu'est-ce qui l'a conduit. Je dis, il y a une incohérence totale entre cette posture et j'ajoute, madame, si vous le permettez, que cette posture est totalement cohérente avec ce que je viens de vous dire sur l'évaluation des doses du premier tir à Aldébaran. Le seul argument, une photo non datée, elle ne constitue pas une preuve. Je dis clairement que le niveau des doses, et nous les avons revisitées en mettant les facteurs au maximum, c'est-à-dire les gens boivent l'eau la plus contaminée, mangent le poisson le plus contaminé et autres, et on arrive à moins de 10 millisieverts, ce qui ne nécessite pas de mise à l'abri ou d'évacuation des populations. 42 ans après,
Le discours officiel est donc toujours le même. L'évacuation de Mangareva n'était pas utile. Il y a pourtant des témoignages troublants, comme celui de Nicolas. Il fournissait les militaires en légumes jusqu'au premier tir. Dès l'été 1966, l'armée a arrêté d'acheter les produits cultivés sur l'île. Nous, on ne savait pas qu'est-ce qui arrive. Nous, on amène notre machin avec les chevaux, on portait la salade, le chou, les carottes, tous les légumes. On en a amené au village sur les quais. On arrive là-bas, les commandants ils ont dit, il n'y a pas de légumes cette voyage. Il n'y a pas de légumes cette voyage. On va les mettre. Qu'est-ce que tu vas les faire encore avec les tas de légumes, il y en a plein. Foutre dans l'eau. Jacqueline Golaz, la directrice de l'école, constate que ses élèves tombent malades dès la première année d'expérimentation. Elle tient un jour le cahier des absences. Quelque temps après, j'ai eu quand même des enfants, beaucoup d'enfants qui étaient malades. Qui avaient la diarrhée, qui perdaient les cheveux par paquet. Et qui vomissaient, certains vomissaient. Après les tirs, les premiers tirs, on a été souvent visités par des militaires, on nous faisait passer des visites et tout. Et ils ont appris, je crois que j'avais un cahier de dispensaire, j'appelais ça le cahier de dispensaire. Ils ont appris que j'avais un cahier de dispensaire et ils sont venus me demander, j'ai donné, ils ont dit qu'ils allaient voir ce que les enfants avaient. Et puis plus jamais ils m'ont ramené mon cahier de dispensaire. Plus jamais. La directrice commence alors à poser trop de questions. Elle doit quitter Mangareva en 1971. Je me porte garant, personnellement, qu'il n'y a eu aucun danger sous mon règne, si je puis ainsi m'exprimer, concernant ce que je connais, ce dont je suis responsable, pour les populations de Polynésie française, et même les populations des archipels. Ceci est formel, et tout le reste n'est que faribole, mensonge, naïveté, ignorance ou propagande, ce qui est beaucoup plus dangereux. Pour la deuxième campagne de tir de 1966, un blocos est construit à Mangareva. Il n'est pas destiné aux habitants de l'île, il est réservé à l'armée, une vingtaine d'hommes qui séjournent ici pendant les tirs. Des murs de 1 mètre d'épaisseur pour assurer la protection des militaires et de leurs appareils de mesure. Malgré l'accident de la première bombe, le programme nucléaire doit continuer. Après les explosions de septembre, des pluies radioactives tombent sur Mangareva. 4 enfants en bas âge décèdent pendant l'été. Dans ce compte-rendu, le capitaine Vidal relève des mesures de radioactivité importantes sur l'île. Encore une fois, c'est le secret qui est choisi. J'espère qu'ils n'avaient pas ça en tête, qu'ils ne pensaient pas que ces personnes-là sont insignifiants pour ce qui est en train de se faire. Parce que ça serait dramatique si c'était dans cette optique, c'est de laisser ces gens-là, entre guillemets, comme cobayes pour tester après par la suite. Bruno Barillot est nommé en 2005 par le gouvernement polynésien. Il est chargé de la première enquête sur les conséquences des essais nucléaires. Du côté des autorités, des militaires des essais, on savait très bien qu'on ne maîtrise pas les vents. Et donc, de toute façon, on avait dit on n'évacue pas. Hein. Donc on n'évacuera pas cette population. On est à la merci des vents. Bruno Barillot est
est un chercheur indépendant, la mémoire non officielle des essais. Avec l'association Mururoa et Tatou, il est parti dans les îles habitées autour des sites d'expérimentation, recueillir les témoignages de ceux qui ont vécu à l'ombre des explosions. Un travail long, fastidieux, qui n'avait jamais été fait avant lui. À Mangareva, Bruno Barillot plonge dans les registres d'état civil de l'île. Donc on a cette liste des présents à Mangareva au 2 juillet 66, et c'est important de savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus, quand est-ce qu'ils sont décédés, à quel âge ils sont décédés. Bien sûr, les registres d'état civil ne nous donnent pas les causes de décès, mais bon, ça nous donne une idée au moins de l'âge du décès, de la période, et surtout, par exemple, le constat des enfants qui sont décédés quelques dizaines de jours après le début des essais. La population, du moins la rumeur, courait que c'était dû aux essais nucléaires. Donc c'est tout ce qu'on a. C'est quand même curieux qu'il y a eu 4 décès à Mangareva après le 2 juillet 1966, et c'est 4 décès de bébés. La situation météo et les cartes de retombées prévues par le calculateur sont présentées chaque jour à l'amiral commandant Le Goën. Après les premiers essais sur barge, particulièrement polluants, la France choisit de faire exploser ses bombes sous des ballons. Les incertitudes sur les vents qui entraînent le nuage radioactif sont toujours les mêmes. Le 27 juin, 8h30 local, Antares est tiré. Le lendemain du tir, la zone d'Indon montre la trace des effets de l'explosion. Antares, en 1967, est d'une forte puissance. C'est une bombe à fission dopée 20 fois Hiroshima. La végétation est complètement brûlée face au point zéro à Mururoa, le sol contaminé au plutonium. Le lendemain du tir a lieu la récupération des enregistrements militaires. Le personnel d'âme et des entreprises revient à Denise au plus tôt pour rééquiper cette zone où doit avoir lieu la 3e explosion. À chaque explosion, des tonnes d'eau et de sédiments sont arrachés du lagon et retombent sur place, chargés de particules radioactives. « 1967. C'est l'année où Alfred, le fils de Colette, tombe malade. 5 de ses enfants vont mourir pendant les essais atmosphériques. Il n'y a pas de médecin sur l'île, un infirmier seulement. Son mari, lui, est mort des suites d'un cancer. Après l'essai Canopus. L'enfant a eu une crise comme une varicelle. Des taches de sang sur le visage, le cou, sur tout le corps, comme des taches de sang. Je l'ai alors amené au dispensaire. L'infirmier ne savait pas ce qui lui arrivait. Il n'a rien pu me dire. 6 mois après ça, le bébé a eu une autre crise. Il avait 1 an à ce moment-là. Okay. Alors je l'ai emmené à l'hôpital à Papeete. On a fait des examens, des radios. Le médecin militaire de l'hôpital m'a dit alors que mon enfant avait une tumeur. Le docteur t'a dit que c'était un cancer. Une tumeur là, dans la tête. Il m'a dit que c'était un cancer et que c'était peut-être provoqué par un empoisonnement du poisson que j'avais mangé quand j'étais enceinte. Aujourd'hui, les gens disparaissent. Ce qu'ils ont vécu, il faut, disons, pour les générations suivantes, que ça puisse être dit. Qu'ils sachent cette histoire, comment, disons, un pays, pour devenir grand dans le monde, comme la France, prendre sa place aux Nations Unies, finalement, elle a mis en cause la santé de ses propres concitoyens, les plus petits, les plus éloignés de la métropole. Pendant l'année 67, l'armée française construit enfin un hangar pour abriter la population de Mangareva. L'explosion de la première bombe H, la plus puissante, est programmée. Le hangar est un bâtiment de parpaing et de tôle,
Un système d'arrosage sur le toit est censé nettoyer les poussières radioactives. Sur le pont principal, tranche Alpha, Bravo, Charlie, et vérifiez la situation d'étanchéité. 25 à droite. 5, 4, 3, 2, 1, top! Le 24 août 1968, à 8h30, le tir Canopus est réussi au-dessus du raconte de Pantaufa. Et que s'est formé le champignon thermonucléaire, un pépé voit le jour au Campier. Alors qu'explose la première bombe H française, Lydie accouche de son premier enfant. Un heureux événement, exploité sur le champ par l'armée, au nom de la bombe. De l'événement du jour. Sur l'île, l'infirmier a averti les militaires qu'il y avait une femme qui avait des contractions. C'était moi. J'ai été amenée à l'abri et en route, un officier m'a demandé si je voulais appeler mon bébé du nom de la bombe et si je voulais bien l'appeler Canopus. Et j'ai dit oui. Il avait une bouteille de champagne à la main. Il m'a dit que si je donnais le nom de Canopus à mon bébé, il me donnerait le champagne. Et si ça avait été une fille, tu lui aurais donné le nom Canopus? Oui. Parce que le militaire avait demandé? Oui. Quand ils venaient dans l'abri, Patrick et Gaston étaient deux petits garçons. L'exercice était présenté à chaque fois comme un jeu. Le gendarme de l'île devait s'assurer que tous les habitants avaient quitté leur maison. Lors des premières explosions, on n'avait pas encore le bruit. Vous voyez les fenêtres vibrer et l'explosion arrivait après. Et les cloches de la cathédrale nous confirmaient que à Moruroa, il y a une bombe qui vient de péter, il faut s'apprêter à venir dans l'abri. Il était militaire de carrière, spécialiste en radioprotection. Christian Perceval, chargé de prendre les mesures des retombées à Mangareva après les explosions. Pour le tir Fébé, qui a eu lieu le 8 août 1971, on a reçu les consignes de rentrer toute la population dans l'abri anti-atomique pour exercice. On leur a dit que c'était pour exercice. Donc ça s'est très bien déroulé. La population a bien accepté de venir dans ces abris. Le soir, il y a eu la fête. Donc à chaque fois, je venais les rassurer, puisque mon rôle c'était aussi de rassurer les gens, pour leur faire croire que c'était un exercice et non une vraie retombée. Personnellement, donc, je n'avais pas le droit de dire que c'était une vraie retombée. Et dans mes consignes, j'avais comme en charge de faire surtout une reconnaissance radiologique avant de libérer la population. Donc je suis parti en tenue complète, un masque à poste, mes appareils de mesure, faire mes relevés que je devais faire. Et brutalement, j'ai entendu des cris d'enfants derrière moi. Là, j'étais un petit peu horrifié parce que je ne comprenais pas, puisque j'avais demandé qu'on ne fasse pas sortir la population tant que j'étais pas de retour. J'ai eu qu'un réflexe, c'est d'enlever tout mon matériel et puis bon, d'arrêter mes mesures, puisque je ne devais pas. Mes consignes, c'était de ne pas sensibiliser sur la retombée. Maintenant, ils ont respiré les produits radioactifs après. Donc d'accord, c'était AH plus peut-être 24 heures. Les produits à période courte étaient un peu éliminés, mais il restait encore des produits radioactifs en suspension dans l'air et déposés sur le sol et sur les toits des maisons. Maintenant, dans ce cas-là, est-ce qu'on a fait sortir la population trop tôt par rapport aux mesures de précaution? C'est très probable.
Et à chaque fois, après chaque explosion, les habitants rentrent chez eux, boivent l'eau des citernes, mangent les légumes de leur jardin. Une contamination à faible dose, année après année. Un empoisonnement lent dont on ne connaît pas tous les effets. Pour moi, aujourd'hui, il faudrait que la mère patrie joue cette transparence, qui nous dise à nous, voilà, quitte à venir nous regretter ce qu'ils ont fait. Nous dire, excusez-nous, nous avons fait une erreur. L'erreur est humaine. Mais pas après 40 ans encore là à nous cacher toute cette vérité. C'est ça qui est... Aujourd'hui, je suis choqué par l'État, l'attitude de l'État français. Le seul point que l'État français ne conteste pas, ce sont les cancers de la thyroïde. 2 fois plus nombreux en Polynésie que dans le reste du Pacifique. Il a fallu des années pour que la première enquête épidémiologique sur les cancers en Polynésie soit publiée. La première enquête de l'INSERM à mettre en évidence le lien entre les cancers de la thyroïde et les expositions aux retombées nucléaires. Dans ces pays-là, la dose naturelle, la radiation naturelle, c'est inférieur à 1 millisievert. C'est-à-dire c'est même nettement inférieur, donc c'est autour de 50 fois moins. Et là, donc c'est une dose qui n'est pas très élevée, mais qui n'est pas du tout négligeable. Et on a montré qu'il y avait une augmentation du risque de cancer de la thyroïde avec la dose reçue par les sujets, c'est-à-dire que, grosso modo, les cas de cancer de la thyroïde avaient un peu plus de doses à la thyroïde que les témoins. Donc on a trouvé une relation. Nous, on pensait vraiment qu'on n'allait rien voir. Voilà. Pourquoi ? Parce que ce qu'on n'avait pas pris en compte, c'est que tout autour de Muriroa, les gens buvaient l'eau des citernes, et de citernes, c'est de l'eau de pluie, et que en réalité, les doses dans cette eau de pluie, et aussi sur des légumes-feuilles, sont des doses qui sont plus importantes et qui expliquent une partie, même la plus grande partie des doses reçues. Voilà. Plus de 10 ans après la fin des essais nucléaires, l'armée détruit aujourd'hui l'un des vestiges de cette histoire. L'abri de la population sur l'île de Mangareva. Le hangar de tôle et de parpaing est liquidé par un régiment de légionnaires. Le blocos, qui abritait les militaires, lui aussi va disparaître. Ici, ça paraît tout à fait évident qu'il y a eu discrimination vis-à-vis de la population locale qui était enfermée dans ce hangar et les militaires, les quelques militaires qui étaient sur place étaient, en gros, surprotégés. Mais bon, c'est ça aussi qui est flagrant dans l'image qui restait et c'est ça qu'il fallait effacer. C'est mon métier, c'est la pêche. Avec l'alpon, avec l'alpon, on vient pêcher n'importe quel poisson. N'importe quel poisson. Parce qu'il y en a tellement de poissons, tellement de poissons par là. Nicolas vivait du lagon, mais aujourd'hui il pêche pour le plaisir, car les poissons ne sont plus consommables au Gambier. 3 ans après le début des tirs nucléaires aériens, la ciguatera, cette maladie qui touche les poissons des coraux, a considérablement augmenté. C'est là aujourd'hui le poisson que je suis en train de pêcher là. Juste pour faire plaisir à moi, mais pour manger, je ne peux plus. Aucun poisson on peut manger. Même le petit Muriroa, j'aime le poisson petit comme ça, préparé avec du lait de coco et du manioc, tout ça. C'est bon. Tous les poissons du lagon sont touchés. On sait que la moindre modification du milieu a des répercussions sur le corail et provoque une augmentation des cas de ciguatera. Qu'est-ce que tu vas faire de celui-là alors ? Il faut acheter. Hein ? Acheter. Il faut acheter.
Pour les Mangaréviens, à qui on a toujours caché la vérité sur les essais nucléaires, tout est lié et tout se mélange. La ciguatera, les poissons, les bombes, les maladies. Tous ils sont morts. Est-ce que c'est pas à cause de ça? Parce que je me souviens, il y a le pauvre frère à mon mari, il a eu des cancers. Mais des cancers sur le cou, là-dedans. Et il y a un autre encore sur le sein. Sur le sein, voilà. Il y avait beaucoup. Dans Polynésie, toute la Polynésie maintenant. Tu entends à la télé, c'est le cancer. Vous savez, j'ai beaucoup pensé à la population les Mangaréviens. Et ces belles îles, c'est un paradis, ces îles vierges. C'est un paradis. Et des fois, j'y retourne au Tuamotu et je me pose la question, pourquoi a-t-on mis cette chose-là dans un paradis comme ça? Pourquoi? À l'école de Mangareva, la journée de classe commence chaque matin, comme en 1966, comme avant, par le lever des couleurs. Sur un total de 210 essais, 41 bombes nucléaires ont explosé en plein ciel du Pacifique. Aldébaran, Canopus, Encelade, Antares, c'était leur nom. Des bombes, des secrets et des mensonges.